Donc, Nicolas, il est là, c'est parfait. Donc, je vous propose de reprendre. Bonjour. Ouais. Maintenant, on va passer la parole à quatre porteurs de solutions alternatives. Tout d'abord, la solution intitulée Step Bona, qui est présentée par Nicolas Medal. Donc, je lui passe la parole sans attendre. Bonjour. Alors, écoutez, moi, je vais vous présenter une solution qui est un peu similaire à ce que vous a présenté Yapi. Donc, pour vous parler juste un peu de mon expérience avant d'avoir créé la société 1H2O3, j'ai toujours été exploitant dans les stations d'épuration. J'ai fait fonctionner des petites stations d'épuration, des grosses stations d'épuration. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que il fallait des technologies adaptées à l'exploitation et pas le contraire. Donc, j'ai toujours, pour les petites stations d'épuration, et c'est le cas de Bonachiese, j'ai toujours préféré des solutions un peu low-tech. Alors, j'ai développé des stations d'épuration en kit, un peu des Lego. Je vais vous partager l'écran. Hop, partager. Est-ce que vous voyez le plan en 3D? C'est tout bon. OK, super. Donc ça, c'est des kits, en fait, des blocs, standardisés qu'on peut coller les uns derrière les autres pour faire, le Lego qui nous va bien, et dans le cas de Bonachiese, pour faire le traitement de l'eau, qui va bien, sur le projet donné pour atteindre les normes de traitement, voulues. Donc là, je retire, le capot et tout ça pour qu'on voit mieux. On avait parlé, dans le cas de Bonachiese, on avait pas mal échangé sur 2 possibilités. Le traitement primaire, un peu donc triplet chamber, un peu ce qu'a fait Yapi aussi, ça c'est des packages standardisés que je fais en polypropylène. Même fonction, stockage tampon, stockage d'égout, traitement primaire. Ensuite, on alimente la partie biologique type MBBR. Donc le MBBR, c'est une technologie de traitement de l'eau qui est connue et qui en fait consiste à avoir des sortes d'immeubles à bactéries pour concentrer le traitement de l'eau dans un volume très réduit. Une fois qu'on a fait le traitement biologique où on élimine le carbone et l'azote, donc des CO, des BO5, la nitrification, on a une étape de décantation lamellaire qui nous permet de séparer les bouts de l'eau traitée. Les bouts sont renvoyés en tête de traitement, donc traitement primaire, stockage des bouts, et l'eau traitée est envoyée en sortie de retour à la rivière ou retour en infiltration, dépendant du projet. Dans le cas de Bonachiese, on a parlé de mettre un pompage dédié, donc ça c'était le deuxième schéma que j'avais dessiné en utilisant à peu près la même technologie. Ceci dit, il m'avait été demandé de sortir l'aération parce que vous vouliez construire un petit local en béton et mettre l'aération dedans. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est l'installation sans aération. Et vous m'aviez précisé que vous vouliez aussi des bouts plus concentrés. Donc pour les bouts plus concentrés, au lieu de les mettre dans le traitement primaire, on les met dans un stockage dédié. C'est comme il y a Yapi, c'est des cuves en polyéthylène, c'est super résistant. Et à l'intérieur, on stocke les bouts et on a une pompage qui nous permet de retirer les lixivias, les jus et de les renvoyer sur le traitement de temps en temps. Donc, l'avantage d'avoir un système modulaire comme celui-là, il y a plusieurs boucles de recirculation et une boucle de recirculation entre l'eau traitée et le traitement biologique qui permet de laisser fonctionner la biologie en permanence, même quand il n'y a pas beaucoup d'eau qui arrive. C'est souvent le cas la nuit et l'hiver, s'il y a moins de monde l'hiver, il y aura moins d'eau à rentrer. Et dans le bassin primaire, en fait, on se sert de ce grand volume de bassin primaire pour faire un bassin tampon, ce qui permet d'encaisser les charges hydrauliques et organiques et de lisser le traitement sur toute la journée, puisque les bactéries aiment bien manger, on va dire, constamment et n'aiment pas trop les variations de charge. Donc, le plus linéaire peut être le traitement, le mieux ce sera. Pour vous présenter les matériaux que j'ai ici, les matériaux qui constituent la cuve, c'est du polypropylène alvéolaire. C'est super résistant, 60 mm. C'est que des matériaux 100% renouvelables. Donc j'ai quasiment tout en polypropylène. Et quand c'est pas du polypropylène, par exemple la goulotte, elle est en PE, c'est 100% renouvelable aussi. Il y a pas mal de plaques, c'est du polypropylène plein. Et les plaques des lamelles, c'est en PVC parce que c'est du PVC lisse, donc c'est spécial pour bien séparer les bouts de l'eau. En termes d'automatisme, tout est possible.
tout dépend de l'optimisation, enfin, de l'exploitation derrière. Donc, on peut mettre des sondes partout pour oxygéner et gérer au mieux l'aération. Ça fait des économies d'électricité, sauf qu'il faut avoir une sonde et puis il faut l'étalonner. Dans les petites collectivités, dans des zones décentralisées, on n'a pas forcément les compétences en local pour avoir quelqu'un qui sache bien faire de l'étalonnage. Et donc, pour les toutes petites usines, généralement, moi, je pense qu'il faut juste laisser buller de l'air pour laisser vivre les bactéries. Et ça, c'est les supports bactériens. Ces petits immeubles à bactéries dont je vous ai parlé, c'est des supports que je fais fabriquer qui sont en base de charbon actif. Et donc, c'est des immeubles à bactéries, en fait. Ça permet de compresser le volume biologique x2 ou x3 par rapport à une technologie activée. Donc voilà pour la présentation de la solution. Et donc, j'ai commercialisé ces solutions depuis l'année dernière. Hein. J'ai créé la société il y a 2 ans. Et puis du coup, maintenant, je vends des projets un peu partout dans le monde et en Suisse, bientôt, j'espère. Merci. Par rapport à la phase de développement, c'est abouti, vous cherchez encore à valider, à développer le processus, vous en êtes où? Alors, la technologie en soi, MBBR, elle est connue. Moi, ce qui est nouveau, c'est d'avoir créé le Lego, on va dire, traitement de l'eau, avec un peu toutes les technologies de traitement de l'eau qu'on puisse vouloir. Hein. Il y a de la décantation laminaire, du filtre à tambour, du traitement primaire, enfin, il y a à peu près tout. Et donc, je réponds à énormément de projets variés. Pour l'instant, l'année dernière, j'ai commencé la commercialisation l'année dernière, donc j'ai gagné 3 affaires l'année dernière. Et cette année, j'en ai déjà 3 qui sont en cours de fabrication là. Donc ça y est, ça tourne. J'ai mes brevets, j'ai toute l'industrialisation est faite. Donc maintenant, il faudrait plus que des projets en Suisse. J'ai pas encore. C'est un peu plus long. En l'industrie, ça va très rapide, ça va rapidement parce que les industriels, quand ils ont une problématique et qu'il y a une solution qui leur va bien, et ben ils achètent et c'est bon. Pour la Suisse, c'est souvent les références qui coincent, sauf que quand on se lance, on n'a pas de référence forcément. Donc c'est vrai que l'intérêt des projets comme cela, ça pourrait être aussi d'avoir une référence et puis même de faire un projet limite inno-suisse sur le suivi pour montrer que ça marche. Voilà. Très bien. J'ai noté que la dénomination internationale du hameau était Bonachiese. Et si vous allez sur place, on vous dira bienvenue à Bonaccius. OK. Avec un insistance grave du chess. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Modal? Oui, je vais peut-être poser une question. Donc, si j'ai bien compris, le système peut gérer des eaux de tout type. Donc, pas forcément des eaux d'habitation, mais aussi des eaux de type industriel. C'est ça. L'année dernière, j'ai fait une usine de chromage pour recycler leur eau. J'ai fait un hôtel 5 étoiles à Saint-Barth. Et puis, un projet industriel sur une mine de récupération des métaux avant que ça tombe dans la mine, en fait. De récupération de pluie, après coagulation, floculation. Et ceux que j'ai gagnés en ce moment, c'est souvent ça, coagulation, floculation, décantation. Il y a une laiterie en cours. J'ai donc une grosse coagulation, floculation. Il faut beaucoup d'industrie, en fait, beaucoup plus d'industrie. Et après, dans les tuyaux, là, j'ai des collectivités qui ont des pics de pollution en fait l'été et qui ont besoin de louer des machines ou d'augmenter la capacité de leur station d'épuration sans forcément refaire complètement leur station d'épuration vu que c'est compact. En fait, l'idée c'est d'installer un module et de compléter le traitement pour éviter de tout refaire. Très bien, j'ai une question là de Michel Cherix. Est-ce qu'on peut rendre électriquement 100% autonome ces installations avec panneaux solaires, par exemple? Oui, complètement. Alors, en fait, l'avantage du MBBR, c'est que on peut faire, en fait, ça dépend entièrement de la consommation de l'aération. Et l'aération, on peut la piloter. La pollution, elle arrive la journée, hein, le matin, les gens prennent leur douche et compagnie. Donc, le pic de pollution, c'est le matin, un peu à midi et puis vers 5 heures. Mais c'est surtout le matin. Donc, c'est là où les demandes électriques sont plutôt fortes. Et ça tombe bien, les panneaux solaires, le soleil, il est là la journée, pas la nuit. Donc, ça évite d'installer des tonnes de batteries.
Le process en soi, il est aussi économe qu'un biodisque. Si vous connaissez la technologie biodisque, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des biodisques dedans, bah, vous avez du MBBR, ce qui rend l'installation beaucoup plus compacte. Et en termes de consommation électrique, je suis sur les mêmes. Je fais des remplacements des fois des vieux disques. Eh ben, on remet du MBBR à la place et on ne change pas l'alimentation électrique parce que le moteur du biodisque, c'est la même puissance qu'il faut pour le compresseur à air, pour le MBBR. Très bien. Est-ce que sous cette question-là, il y aurait un pilote à imaginer? Ben, vous avez c'est déjà en place? Bah, en fait, moi, du coup, je vends. Hein. Par contre, j'aimerais bien avoir une référence en Suisse. En fait, c'est pour ça que aussi j'avais participé à ce projet-là. Parce qu'en Suisse, c'est vrai que souvent on me dit, voilà, vous n'avez pas de référence en Suisse. Ah ben non, c'est pour ça qu'il faut créer des références et donc avoir un suivi potentiellement avec les AVAC ou une autre école. C'est tout à fait jouable. L'idée, c'est d'avoir une machine, un démonstrateur quelque part dans l'entraînement de l'eau communal. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre biodisque? Alors ça, c'est ce que je fabriquais avant. Donc, c'est grâce à mon expérience dans les biodisques que j'ai fabriqué et j'ai développé mes propres produits. Les biodisques, c'est une technologie de traitement de l'eau qui est très vieille, mais qui marche bien quand on n'a pas besoin de faire de nitrification. C'est une technologie qui, c'est des disques, hein, des feuilles de polypropylène qu'on fait tourner dans l'eau. Donc, c'est un bassin qui est à moitié rempli d'eau et on fait juste tourner le disque dans l'eau et les bactéries se développent sur le disque et mangent la pollution. Donc, c'est bien, mais c'est pas assez performant et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de développer la même chose, mais avec la technologie MBBR. C'est parce que c'est 3 fois plus compact en fait. Donc, c'est 3 fois moins cher quelque part. Bravo, M. Medal, pour votre solution et puis on vous souhaite plein succès, que ça continue. Merci, merci. Donc, je répète que les questions et réponses peuvent être posées en cliquant sur le petit bouton Q et R au bas de votre écran. Je propose… Tu as une main levée, Stéphane, Christian. Ok, je n'ai pas vu ça. Alors, on écoute. Il faut lever la main, puis mettre le micro. Bon, écoutez, pas grave, je propose qu'éventuellement on y revienne plus tard. Mais non. Seulement une petite question, Monsieur Medal. Oui. On a dans notre village à Yvonan, alors on a une autre échelle, c'est un peu plus d'habitants, on a une station d'épuration à refaire et qu'on veut refaire au même endroit. Est-ce que votre technologie, elle permet justement de faciliter la réfection par étapes en installant des modules justement? C'est les discussions que j'ai avec pas mal de villes, alors plutôt en France, hein, on va pas se mentir pour l'instant. C'est de construire, en fait, de mettre un module de traitement pour assurer le traitement pendant le temps des travaux, refaire l'installation sur le même site, parce que l'avantage en fait de refaire sur le même site, c'est qu'on n'a pas les tuyaux à retirer sur un autre, on n'a pas de parcelle à racheter, on n'a pas de tuyaux à refaire, on n'a pas tout le papier, tout l'administratif. Il faut à peu près 2 ans d'administratif pour avoir une parcelle, pour refaire un terrain, c'est cata. Donc le fait de reconstruire au même endroit, c'est le top. Et donc le fait d'avoir un module qui vient faire le traitement le temps qu'on fasse les travaux sur le même site pour après réintégrer ce module directement dans la phase finale, c'est carrément jouable et c'est vraiment des discussions qui sont en cours avec pas mal de villes en ce moment. Merci. Merci bien. Merci, M. Medal. Oui. Je vais laisser mon LinkedIn dans les commentaires, comme ça, si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Et puis, on peut parler en direct après. Très bien. Je vous propose donc de passer à la présentation suivante. On va donc écouter maintenant Roman Dupré de BISA, qui est installé à Sierre, sauf erreur, qui nous présente la solution Loup Cabounette. C'est à vous. Il faut mettre le micro. Il faut mettre le micro avant de partager l'écran. Sinon, je n'ai plus. C'est bon, vous voyez tous? C'est parti, on vous écoute. Donc, Roman Dupré du bureau BISA. Je suis ingénieur en environnement et je travaille principalement beaucoup sur les PG, donc
les plans généraux d'évacuation des eaux. Donc, notre bureau, il en a fait historiquement une grande quantité, une dizaine, plus on a actuellement, et puis déjà quelques-unes qui sont finies, des mises à jour de PG. Donc, on a déjà eu quelques expériences de travail pour les communes, pour des endroits isolés. Donc, des endroits avec par exemple, un endroit avec des Mayens, des restaurants qui ont dû se raccorder. Donc là, c'était un endroit où il n'y avait pas la possibilité d'une mini-step du fait justement de ces zones de protection des eaux. Parce que de toute façon, il fallait après un réseau pour aller très loin, pour sortir de la protection des eaux. On a aussi eu le cas d'un hameau, où là, ben, le hameau il s'est regroupé dans le cadre d'une association. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et puis du coup, nous, ce qu'on a proposé, on a proposé une innovation, mais en fait, dans un tout autre domaine. Donc, pour moi, personnellement, l'ingénierie, c'est aussi remettre l'homme au cœur de la technique. Et l'innovation, elle est sûrement pas que technique. Donc, ce qu'on propose, c'est une innovation qui est plus du cadre holistique, qui permet de choisir une solution vraiment dans un contexte de contraintes et puis de complexité important. Alors, juste quelques concepts de base. Donc, entre installation centralisée et décentralisée, on a entendu des intervenants qui parlaient de solutions qui sont plus adaptées si c'est densifié ou si c'est moins densifié. On a des courants. Hein, la chaleur à distance, c'est plutôt se diriger vers le centralisé. Les panneaux photovoltaïques, c'est se diriger vers le décentralisé. Un barrage, c'est centralisé. Une centrale nucléaire, c'est centralisé. Donc, c'est des enjeux qui sont complètement différents. Et donc là, quand on parle d'une solution décentralisée, on va moins être dans le paramètre de l'efficacité. Donc, je passe en dessous. Entre l'efficacité, l'efficience, la résilience et l'adaptabilité, entre toutes ces choses, il y a des contradictions. Et quand on parle efficacité, on parle la technique et les maîtres. Mais là, on parle de choses qui sont aussi décentralisées et la technique est plus maître. Et si on parle d'innovation dans des choses décentralisées, je pense que si on parle que de technique, on est un petit peu dans le faux. Et donc, du coup, l'importance de redéfinir les problèmes à l'amont. Donc, le contexte, il est assez complexe, comme aussi on présentait le canton. Il est légal. Donc, juste pour revenir sur quelques citations des présentateurs. Donc, une fosse septique améliorée qui serait valable, en fait, ce n'est pas une fosse septique, c'est une mini-step, elle doit répondre à des normes. Est-ce qu'on peut épandre les boues? Ben, les boues, on peut les épandre si on est dans un endroit très isolé et qu'on ne dépasse pas 200 équivalents habitants. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un réseau qui passe déjà dans une zone de Mayens? Eh bien, en fait, il y a la notion de périmètre des égouts publics aussi, hein, qui est importante. Hein. Il y a la zone à bâtir, mais aussi le périmètre des égouts publics. Donc, on voit que c'est quand même des choses qui sont complexes. Et il y a le VSA hein, qui publie des choses sur l'évacuation des eaux en milieu rural. Donc, il y a beaucoup qui est déjà réfléchi. Donc, l'idée, ce n'est pas de toujours tout réfléchir à nouveau. Nous, on propose une innovation pour ces phases amont, en fait. Hein. En fait, dans l'inventaire des données de base et puis l'appréciation des solutions possibles. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une évolution au niveau de la recherche. Hein. On met de plus en plus en avant que des solutions décentralisées, c'est bien d'en avoir aussi.
hein. Donc, bien sûr, le fait de se dire on crée un réseau, on fait une step, etc., ou on se raccorde à la step, c'est une solution qui est technique, qui est agréable et rassurante administrativement. Mais en termes d'adaptabilité, et puis revenir en arrière, les réseaux, c'est pas terrible. Et ce que met en avant Léa Vague, qui est un institut de recherche, c'est que les réseaux ont une énorme énergie grise et qui sont dus. C'est difficile de revenir en arrière, en fait, après. Et il y a vraiment la question de l'entretien. Donc, entre l'état de la technique et puis la recherche, hein, qui met aussi l'accent sur des nouvelles choses, hein, récupérer l'azote, récupérer le phosphore, séparer les sources. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, en termes de favorisation des choses décentralisées, donc la recherche, elle fait aussi des analyses multicritères. Et ça, c'est très, très, très important parce que ça permet d'intégrer le volet social qui est vraiment un pilier majeur, hein, dans des projets comme ça. Là, on a parlé beaucoup de techniques, mais dans l'introduction, on parlait du hameau, du contexte. C'est un chalet qui va se faire reconstruire. Et ça déclenche un processus de mise à l'enquête qui a un processus déclencheur. Mais après, bon, c'est très important que le hameau, on lui donne aussi la possibilité de se regrouper, hein, sous forme d'une entité, qui peut être une association, par exemple, pour avoir un dialogue avec des autorités, puis que lui, il puisse lui-même avoir une prise de décision. Donc, ces choses-là, dès qu'on parle d'études sociales, qui font partie aussi de la complexité, hein, ça prend énormément de temps. Et c'est très complexe. Donc, nous, l'innovation qu'on a, c'est la suivante, c'est que ces hameaux, ils se regroupent. Donc, la commune, elle a un interlocuteur. Nous, on propose un outil de questionnaire multicritère qui est couplé à un portail cartographique. Donc, l'idée, qu'il y a une grande partie de l'analyse multicritère au niveau du contexte légal, etc., qui est définie donc en fonction du groupe qu'ils utilisent, mais aussi des données de base du contexte que les utilisateurs peuvent consulter directement sur le portail cartographique. Donc, il y a un arbre décisionnel réglementaire qui est fait de façon automatisée. Donc, il y a des cas où il n'y a pas besoin de réfléchir parce que le cadre il est déjà fixé. Il y a des cas, on n'a pas parlé maintenant, hein, mais des fois, on est près d'une ferme et il y a la réglementation qui permet aussi de regarder ce cas-là, de la valorisation des eaux usées dans le cadre de l'exploitation d'une ferme. Enfin, c'est très complexe. Et ce qui est très important aussi, donc entre comparer différentes choses, c'est le coût, mais qui dépend beaucoup du contexte. Et c'est les éco-indicateurs. Donc, vous avez tous entendu parler des analyses de cycle de vie, des bilans carbone. Mais ça, c'est des choses qui sont très, très longues à mettre en place. Les résultats, ils sont critiquables. Il faut comparer toutes les solutions entre elles pour avoir des résultats qui sont comparables. Et ce type de comparaison, il n'est pas envisageable pour un hameau. Le coût des études, il est beaucoup trop important. Donc, par contre, on ne peut pas passer à côté. L'énergie grise que génère un réseau, vous voyez que c'est différent de faire un filtre planté de roseaux et puis un truc par électrolyse avec des panneaux solaires et des batteries, etc. Donc, au niveau de l'ingénierie de la société, on doit pouvoir maîtriser les impacts et puis regarder les avantages qu'on a par rapport aux ressources qu'on utilise. Et
clairement, des fois, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des solutions qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup de temps. Donc, ces 3 solutions de base qu'on étudie, c'est les suivantes. Donc là, quand le contexte le permet, c'est toilette sèche et rétention des eaux grises et infiltration dans une couche de sol active. Donc ça, c'est autorisé seulement si c'est des choses isolées. Après, quand on est dans le cas d'un restaurant avec beaucoup de charges, etc., bien sûr, là, on va se diriger plutôt vers les 2 autres suivantes. 3 minutes. Oui. Donc, la fosse, c'est un lit filtrant vertical mulché. Donc ça, c'est un lit planté de roseaux, mais en plus, il est mulché. Moi, je n'ai pas tellement de jugement sur ces différentes solutions, mais c'est 3 grandes familles de solutions. Donc, ça a vraiment l'avantage de l'énergie. Ça n'a pas besoin d'être raccordé au courant. Et oui, on parlait tout à l'heure, oui, on peut mettre des panneaux solaires, mais on peut faire des stations de… Ça ne veut rien dire de mettre des panneaux solaires, parce qu'on peut créer des immenses stations énergétiques, des immenses batteries. Et aussi, je parle du SBR avec média filtrant. Aussi, pour moi, c'est une famille. On parle d'une solution précise pour pouvoir donner des éco-indicateurs, pour comparer avec des chiffres les solutions, mais voilà. Donc voilà, je vous remercie juste pour votre attention et votre ouverture à d'autres types d'innovations qui sont du cadre holistique et organisationnel au service de l'humain. Merci. Merci Roman pour cet éclairage différent que nous acceptons, bien sûr, évidemment. J'avais une 4e solution pour l'anecdote, c'était le drone qui transportait des pots de chambre connectés jusque chez le voisin le plus proche raccordé au réseau public. Voilà, bon. J'espère que vous pouvez les rajouter dans vos solutions de base. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça suscite des réactions, cette présentation? Certainement. Je ne vois pas de main levée, apparemment. On a effectivement parlé de réseau. Hein. C'est vrai que dans le projet tel qu'il est aujourd'hui ficelé pour Bonaties, hein, pas seulement en termes d'énergie grise, mais en termes de coût pour l'investissement, sur un budget global de 500 000 francs, il y a 400 000 francs de réseau. Hein. Donc c'est vrai que le réseau, ça plombe bien des initiatives. Hein. Et toute la question de centraliser, décentraliser, éventuellement, ça se pose là avec évidence. Hein. En dehors de l'aspect environnemental, mais aussi au niveau économique. Hein. Aujourd'hui, construire un réseau, c'est extrêmement coûteux. Et si je prends pour toute la vallée de Bagne, hein, la valeur à neuf, la valeur de reconstruction du système d'assainissement, il y a effectivement une step qui a une valeur de l'ordre de 40-50 millions, mais il y a surtout 150 millions de réseaux d'eau usée, auxquels il faut rajouter presque autant de réseaux d'eau météorique, hein, d'eau de pluie. Donc c'est vrai que l'investissement en termes de réseau est énorme et plombe bien des initiatives. Et lorsqu'on sort de la zone à bâtir, c'est les premières questions qu'on se pose. Hein. Réseau ou pas réseau, quoi. C'est clair que dans le cas de Bonaties, là, l'habitat, il est idéalement groupé. Et c'est intéressant de faire un réseau puis une solution centralisée comme une mini-step. Mais il faut aussi laisser… Moi, je pense qu'il faudrait aussi laisser la possibilité au hameau d'avoir une propre stratégie personnelle. En fait, si tout le monde dans le hameau, par exemple, était prêt à avoir un service minimal, d'aller dans des toilettes sèches et puis avoir ensemble un système d'infiltration des eaux grises, pourquoi pas, hein. Ça dépend vraiment le contexte social. Puis
le Valais, il a une culture de consortage, de choses communes. Et moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, systématiquement, on barrait la route à d'autres voies. Bien sûr que les solutions après centralisées, techniques, etc., elles doivent s'imposer s'il n'y a pas ça. Mais au niveau des réseaux, vraiment les études de Léa Vague, pour des groupes de fermes qui sont un peu isolés, les traitements in situ, elles répondent à tous les critères économiques, écologiques, etc. Et en plus, au niveau du système de mesure de contrôle des eaux usées, donc maintenant on fait des mesures en laboratoire, mais il y a aussi une avancée technique pour la mesure en ligne avec des systèmes beaucoup plus, moins exigeants que de faire des essais en laboratoire. Et ça donne un avenir vraiment à ces solutions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dupré, pour cette réflexion. J'aimerais maintenant passer la parole à Bastien Ether pour sa solution traitement EZ, la société Vuna. Oui, merci, Monsieur Storelli. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ouais, bonjour à tout le monde. Moi, je parle de la part de Vuna. Donc, on est une spin-off de l'EAVAC, c'est l'Institut fédéral de la recherche sur l'eau. Et pour participer à ce Blue Arc Challenge, on s'est regroupé dans un consortium avec 3 autres structures, dont la plus récente, c'est Aneco. Alors qu'on a soumis notre dossier, ce n'était pas encore une association qui existait, mais maintenant elle s'est créée. Et puis il y a 2 de ses fondateurs qui sont parmi les spectateurs. Donc c'est une association basée à Genève qui s'occupe de l'assainissement écologique. Ensuite, vous voyez le bureau d'études ATBA, le bureau d'architecture. Et Aquatiris, c'est une entreprise basée en Alsace qui, nous verrons tout à l'heure, ces filtres plantés, qui a travaillé sur ces systèmes d'épuration depuis un moment. Donc nous, avec Vuna, on se base toujours sur le principe qu'il faut trouver la solution la plus adaptée à la situation. Et on illustrera avec la planète Vuna que vous voyez ici sur ma présentation. Donc il n'y a pas une solution qui est unitaire, qui est juste partout, mais il faut vraiment trouver pour chaque endroit sa solution. Et, donc, on a réalisé plusieurs projets dans des cabanes du Club Alpin, par exemple. Donc là aussi, on a déjà installé des systèmes ESPER, comme on les a vus dans les présentations précédentes. On installe également des toilettes sèches ou le traitement des eaux grises. Donc vraiment, c'est typiquement le cas que là, il faut regarder la situation et puis il faut sélectionner le système le mieux adapté. Et là, pour Bonaccies, on a choisi avec les autres membres du consortium un système qui était développé tout d'abord par Philippe Morier-Genoux, un biologiste basé dans le pays d'en haut. C'est un vermifiltre. Et puis je vais vous présenter tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc c'est Philippe qui a installé ses premiers filtres dans les Alpes vaudoises à partir de 2007. Et c'est un système qui a fait ses preuves depuis alors pour des maisons, des bâtiments dans un milieu rural en altitude aussi. Plus tard, c'est la coopérative Équilibre avec le bureau d'architecture ATBA à Genève qui ont repris ce concept en collaboration avec Philippe Morier-Genoux. Et ils ont installé le même système, d'après le même principe, dans un immeuble avec une centaine d'équivalents habitants en pleine ville de Genève, à Souberan. C'était en 2017. Et vous voyez ici sur la grande image une terrasse en bois. Et sous cette terrasse se trouvent ces filtres, ces lambris-filtres. Donc cet immeuble, il traite toutes ces eaux usées sur place.
et il recycle une partie de ses eaux pour la chasse d'eau des toilettes. Donc il y a un recyclage et ouais, par conséquent une diminution de la consommation en eau de tout l'immeuble. Et après ces essais qui ont été faits sur ces immeubles, c'est aussi le canton de Genève qui s'est prononcé sur ces systèmes et qui a dit que dans le futur, il autorisera même ce genre de système même dans un milieu urbain et sans raccord aux canalisations. Donc c'est un grand pas vers l'assainissement du futur où on est plus modulaire, plus flexible et on n'a peut-être plus besoin des réseaux étendus de canalisation. Ensuite, le troisième partenaire dans l'équipe, c'est Aquatiris. C'est une entreprise basée en Alsace ça fait depuis une quinzaine d'années qu'ils ont commencé à standardiser les filtres plantés en France. Ils ont développé un réseau de distribution. Et depuis 2018 aussi, ils ont repris ce concept avec le lombrifiltre comme première étape de traitement et un filtre planté comme deuxième étape de traitement. Ils ont fait des essais sur plusieurs installations et puis sont dans le processus d'homologation pour la France. Donc, ils développent du matériel standardisé et donc les installations deviennent plus faciles à réaliser et moins coûteuses. Et ça, c'est une image avec un exemple d'une installation dans les Vosges. Donc là aussi, peut-être pas aussi haut que dans certaines vallées dans les Alpes, mais ça peut fonctionner, ça montre que ça peut fonctionner aussi en altitude, dans un climat un peu plus froid. Et peut-être, ouais, j'ai oublié de dire que Aquatiris, ils ont aussi cette approche de créer des espaces verts à travers leur station d'épuration. Donc, ils appellent ça les jardins d'assainissement. Donc, c'est non seulement juste une installation technique enterrée qu'on ne voit pas du tout, mais c'est plutôt un espace vert qui profite de l'eau qui est rejetée des habitats. Et ensuite, nous, comme j'ai déjà dit, avec notre entreprise Vuna, on reprend ces systèmes et on les adapte à des situations très diverses. Dans les Alpes, sur la gauche, vous voyez une image du parc national suisse, dans les Grisons. C'est là où nous allons installer un tel système cet été. C'est le parc national qui a choisi ce système pour sa cabane au milieu du parc. Et puis à droite, vous voyez la Blue Factory à Fribourg. Donc c'est la friche de l'ancienne brasserie Cardinal, où il y a un grand projet de développement urbain avec plusieurs bâtiments. Et sur cette visualisation, vous voyez un bâtiment à droite, c'est le Wood ID, ce sera un bâtiment éphémère sur 5 ans. Et le projet prévoit de traiter toutes les eaux usées sur place, les rejeter ensuite dans l'étang qui sera construit sur l'espace vert en bas. Et donc là aussi, on travaille sur un projet d'un filtre planté avec un pré-traitement dans un lombrifiltre pour recycler ces eaux ou réutiliser ces eaux sur le site. Et tout le site, en fait, il suit la logique de la ville éponge. C'est un concept dont on entend parler de plus en plus. Donc, c'est le concept qui cherche à stocker un maximum d'eau sur les sites et avoir moins d'apport de l'extérieur et moins de rejet vers l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de concepts intéressants que vous pouvez trouver sur le site de la Blue Factory à Fribourg. Alors, comment fonctionne ce système? Là, vous voyez deux variantes. En haut, c'est le système qui a été installé à Soubeyran, à Genève, dans cet immeuble d'une centaine d'habitants, avec le recyclage. Et en bas, vous voyez le système simplifié tel qu'il est installé par Aquatiris, avec leur matériel modulaire et standardisé. Et le principe, c'est toujours le même. Vous avez un pré-traitement ou un premier traitement dans un lombrifiltre. C'est un filtre avec un substrat naturel. Ça peut être des copeaux de bois ou du charbon végétal. Le plus important, c'est des lombrics qui se trouvent à la surface de ce filtre. Donc ce filtre, il retient toute la matière solide et c'est les lombrics qui ensuite décomposent cette matière solide. Et dans le même substrat, vous avez aussi une activité biologique. Vous avez une aération passive à travers l'effet cheminée qui se fait, un courant d'air qui se crée à travers le substrat. Donc vous avez tous les mêmes
processus que vous trouvez dans les boues activées ou d'autres systèmes biologiques. Vous les avez ici sur un substrat fixe. Donc l'eau, elle ruisselle à travers ce filtre et après le premier filtre, elle est déjà épurée d'une certaine manière. Donc il y a un abattement assez important de la demande chimique en oxygène, par exemple. Il y a une nitrification partielle. Et ensuite, il y a un deuxième filtre. Donc, dans le système à Genève, en ville, c'est un filtre minéral enterré pour occuper moins de place. Et dans les systèmes, dans les autres systèmes, souvent, ça peut être un filtre planté à l'extérieur. Et ce filtre planté, c'est un filtre planté plutôt classique, mais aussi, c'est l'eau qui traverse le filtre du haut en bas, un filtre planté vertical. Et là, de nouveau, vous avez un traitement plus puissant, plus avancé par l'activité biologique des bactéries qui se trouvent sur ce substrat. Et ensuite, dans le cas de Genève, vous pouvez réutiliser cette eau, vous pouvez l'infiltrer, ou pour un habitat plutôt en milieu rural, on prévoit aussi l'infiltration à travers la couche biologiquement active du sol. Alors, quelques avantages de ce système, donc, comme nous avons vu, c'est un système qui peut être standardisé, donc qui est efficace et compact. On peut attendre les mêmes valeurs seuil comme pour les SPRR, par exemple, les valeurs seuil du VSA notamment. Donc, c'est aussi un système qui est assez facile à installer par des entrepreneurs locaux. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise spécialisée pour le mettre en place. Et on a aussi eu des projets où on a intégré le lombrifiltre dans des fosses existantes. Donc, on peut réutiliser des fosses existantes, ce qui diminue fortement les coûts. Un grand avantage, certainement, pour des bâtiments isolés, c'est que ce système il fonctionne sans électricité. C'est clair, il faut une certaine pente pour avoir un écoulement gravitaire, mais dans les Alpes, on a toujours assez de pente. C'est un système aussi étant donné que la biomasse se trouve sur un support fixe, il s'adapte très bien aux fluctuations journalières et saisonnières, donc en moins de perte de biomasse, puisque les bactéries sont attachées à ce support. Et avec les modules standardisés, on peut aussi agrandir. Si par exemple on agrandit un maillen ou on change son utilisation d'une occupation temporaire à une occupation plus continue, on peut agrandir le système assez facilement, juste en élargissant les installations existantes. Et en plus, ce système est aussi combinable avec d'autres technologies, par exemple les toilettes sèches. Nous avons aussi utilisé ce système sur par exemple les cabanes qui utilisent les toilettes sèches pour économiser de l'eau, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'eau avec les sources locales. Et on peut adapter ces systèmes pour qu'ils traitent uniquement les eaux grises, donc les eaux qui sortent par exemple des lavabos et de la cuisine. Donc de notre point de vue, c'est vraiment un système très bien adaptable et modulaire à différentes situations. Peut-être pour montrer encore un cas un peu extrême de l'autre côté de la Suisse, au lac de Constance, du côté opposé du Val de Bagne. Là, c'est une tiny house, qui est aussi une nouvelle tendance de créer un habitat très condensé sur une petite surface. On a développé un système transportable sur palette. Donc, on peut traiter les eaux d'une caravane ou d'une tiny house avec un système mobile. C'est un système que vous pouvez aussi visiter avec le lien qui est indiqué là. Vous pouvez passer une nuit dans cette tiny house et observer, expérimenter le système vous-même, comme les eaux usées sont traitées sur place. Oui, donc ça c'était notre proposition en quelques mots. Je vous remercie pour l'attention et puis je suis curieux de vos questions. Merci, Monsieur Ether. Une question là de Tiziana Egli. Quel est l'ordre de grandeur du volume du filtre végétal? Comment sont gérées les odeurs produites lorsque le filtre est installé dans un bâtiment? Comment ça réagit aux fluctuations de température froid en hiver? 3 questions. Oui, donc grosso modo, on peut dire que le filtre végétal, il faut compter 1 mètre carré par équivalent habitant.
Donc, c'est aussi par rapport au dimensionnement conventionnel. Ça a beaucoup évolué. Selon les normes du VSA, par exemple, on calculait toujours 4 mètres carrés par équivalent habitant. Et ça, avec ce pré-filtre et l'optimisation au niveau des différents substrats, on a réussi à fortement diminuer cette surface. Ensuite, les odeurs, pour ça, c'est important de bien lier un bon raccordement aux installations techniques. Donc, il peut avoir des odeurs à l'intérieur du lambris-filtre, mais aussi puisque c'est un système en aérobie, donc aéré, où il y a suffisamment d'oxygène, il y a moins d'odeurs que dans une fosse septique classique qui est en anaérobie, par exemple. Et là, je ne vois plus, c'était quoi la dernière question? Ah ouais, les fluctuations de température, excusez-moi. Donc, ouais, le froid en hiver, il y a des systèmes qui fonctionnent en altitude. On peut aussi, surtout la première cuve, on peut l'enterrer, donc il y a plus d'équilibre au niveau de température. Et aussi pour les filtres plantés, on a des méthodes comment éviter le gel en hiver. C'est clair qu'il y a un peu moins d'activité bactérienne, mais aussi moins d'activité des lombrics en hiver, mais toujours on peut garantir un traitement suffisant des eaux usées même en hiver. Très bien, merci. Je crois que l'heure avance. Merci. Je propose de passer à la présentation suivante. Et la dernière, celle d'Emmanuel Bigot sur la solution Biocapi d'assainissement écologique. Emmanuel, je vous laisse prendre le micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfait. Ok, je dois rallumer ma présentation qui s'est évanouie. Une petite seconde. Alors. Non, je n'ai pas réussi mon partage. Si, c'est parfait. Ah, vous l'avez? Il a le hameau de Bonacciès. Incroyable. C'est bon pour vous. Donc, on a effectivement au départ le hameau de Bonacciès avec maintenant sa problématique qu'on connaît bien, on en a bien parlé. Le Blue Arc Challenge qui nous a conviés à proposer un projet. Donc, c'est Biocapi qui a fait et rassemblé les partenaires dont je vais parler. Biocapi qui existe depuis 2007, donc ça fait 14 ans que l'entreprise elle propose des équipements d'assainissement alternatifs, simples et vraiment fonctionnels. Je loue aussi la volonté de la commune de faire avancer cette question parce que c'est vrai qu'on est très nombreux et qu'on ne peut pas se permettre de relâcher des eaux polluées comme ça dans l'environnement. Et puis le canton pour sa volonté aussi de faire avancer la résolution de ces problèmes. L'idée de Biocapi, c'est vraiment de proposer un accompagnement, de rester dans la simplicité, la qualité et puis du conseil aussi une fois que les équipements sont installés, mais ils sont si simples que c'est rare qu'il y ait beaucoup besoin d'intervenir et que les équipements que Biocapi propose sont implantés dans toute la Suisse depuis 2007, en altitude comme en plaine. Moi-même, je suis conseillère en environnement. J'ai eu une magnifique expérience il y a pas mal d'années en équipant la moitié du camping du Paléo pendant donc plus d'une semaine. Ça représente 6000 personnes et faire une gestion complètement alternative des effluents. Et on a réussi ce challenge sans utiliser de motorisation quelconque et avec la valorisation des déjections des festivaliers sur place. Comme je suis la seule femme, je suis maman, j'ai changé des couches, donc peut-être que je me permettrai aussi d'utiliser, d'appeler un chat et une crotte, hein, parce qu'on a réussi aussi le challenge depuis ce matin à jamais prononcer le mot et en fait c'est un des gros vecteurs de pollution de l'eau.
Les partenaires du projet, il y a Lucie qui nous écoute et que je salue, et puis Vuna Bastianetter avec qui on a souvent des échanges et des collaborations parce qu'il est également un précurseur dans les systèmes alternatifs d'épuration. La situation en général en Suisse, c'est la collecte des eaux, qu'elles soient des eaux ménagères, de douche, d'hygiène et des eaux noires, de ces fameuses eaux polluées par les matières fécales, qui sont après lavées. Donc, une fois qu'on a pollué l'eau avec des crottes, on doit laver l'eau et une crotte pollue 50 000 litres d'eau, donc une belle piscine de 14 mètres par 6 sur 1 mètre de haut. Et ça, c'est un challenge qu'on n'arrive pas bien à faire et la qualité de l'eau qui ressort n'est pas forcément optimale. On a donc au hameau de Bonaccies un groupe de personnes qui peuvent être tous très différents. Ça peut être des familles, des personnes âgées, une personne toute seule dans son mayen. Il y a vraiment de tout avec des utilisations plus ou moins intensives. Et l'idée, c'est de proposer un retraitement séparatif à la source. L'eau qu'on n'a pas polluée, elle est beaucoup plus facile à traiter. Et puis ça passe par les toilettes sèches. Alors, il y a on verra tout un tas de modèles de toilettes, mais le principe est de valoriser le contenu et non pas de l'éliminer. Le but, c'est pas de le faire disparaître de la vue. Le but, c'est de le valoriser et permettre de fertiliser des sols. Et puis, du coup, l'eau qui n'a pas d'éjection humaine dedans, elle est facile à traiter. On appelle donc ça l'eau grise. Et il y a des modules de filtration efficaces à l'échelle individuelle et puis d'une simplicité extrême. Le fait d'utiliser ces deux systèmes fait qu'on ne produit pas de boue, donc on n'a pas la problématique des boues à retraiter, à épandre, à brûler, parce que brûler de la boue, c'est brûler de l'eau. Et puis, toujours en repartant des gens qui occupent le hameau, eh bien, c'est de prendre chaque mayen individuellement dans un premier temps. Les propriétaires vont avoir à répondre à un certain nombre de questions parce qu'ils sont combien à utiliser les équipements, quel espace ils ont à disposition, quelles sont les installations existantes, quels sont leurs moyens. C'est un peu cette vision holistique dont parlait Monsieur Dupré. Et puis, la question de l'épuration des eaux grises, eh bien, c'est la même. On analyse le nombre d'utilisateurs, les volumes d'eau à traiter, ce qu'il existe comme installation, la gravité dans la construction, qui permet pour chaque situation de trouver la meilleure solution. Et puis l'avantage, c'est également la rapidité de mise en œuvre de ces systèmes. On n'a pas besoin de travaux très, très, très longs et très coûteux et on économise toute cette énergie grise. Et on sait aussi, ça c'est effectivement l'étude de Léa Vague qui date de 2005 ou 2008, je crois, qui expliquait que la Suisse n'aurait pas les moyens de l'entretien de son réseau d'eau usée, d'où la création de cette taxe. Et beaucoup de communes n'ont pas prévu non plus le remplacement de ces installations. Donc, il y a tout d'un coup des investissements énormes à réaliser et ça peut être la panique, surtout pour des petits lieux d'habitation avec peu de monde. En Suisse, on a peut-être aussi un petit peu du retard parce qu'il y a des équipements que je propose viennent souvent des pays du Nord où ils ont 30 à 40 ans d'avance sur des technologies alternatives respectueuses de l'environnement et qui ne demandent pas trop de génie civil. Alors, pour le cas du hameau de Bonaccies, on peut tout à fait donc imaginer de travailler avec une séparation à la source des matières à retraiter, de retraiter localement. Et puis, si on peut collectiviser des installations, il faut le faire. Mais c'est effectivement une analyse locale qui permettra de le dire. Et si on imagine que ce mayen-là traite ses eaux grises et peut faire une infiltration locale si les valeurs VSA sont respectées, et qui travaille avec des toilettes autonomes, on peut très bien réintégrer du compost ou valoriser le compost localement.
Donc, il existe vraiment beaucoup de systèmes, beaucoup de modèles, des modèles à séparation des urines, à cuve de compostage intégrée, des modèles en bois, des modèles en plastique, des modèles préapposés ne nécessitant aucun raccordement, des systèmes de retraitement extérieur, des systèmes séparatifs, des modules de filtration des eaux grises qui ne sont pas du tout des installations énormes. Et puis finalement, c'est là où peut-être les gens qui doivent faire des choix sont un peu perdus, et puis c'est là qu'on peut intervenir. L'idée étant de toujours coller aux normes VSA. Et puis ces normes VSA, elles demandent vraiment de réduire les volumes des eaux usées. Elles demandent d'intégrer ce qui existe et puis de ne pas avoir des solutions qui soient toujours d'une ampleur énorme ni trop coûteuses. Donc, on essaye vraiment de coller à ces propositions qui sont absolument justes. Il y a eu un beau travail de fait de ce côté-là. Donc, on parle de solutions individualisées, de collectiviser ce qui peut l'être. On peut envisager de se déplacer sur site s'il y a en tout cas 5 propriétaires qui se regroupent. Sinon, Yvonand, c'est loin du Valais. Et là, on peut passer une journée à travailler des solutions très, très concrètes. Sinon, j'ai un showroom à Yvonand, donc là, je peux accueillir les gens sans frais, montrer les équipements, expliquer et puis vraiment aider au choix. La question du coût, elle est, pour chaque personne, elle va être très, très différente, que ce soit à cause des contraintes constructives, à cause des contraintes financières ou d'utilisateurs. Donc, on peut, pour 2 000 à 3 000 francs, avoir une installation complète et qui fonctionne, comme on peut investir 12 000 à 15 000 francs parce qu'il faut que ce soit 2 ou 3 Mayens qui se regroupent. Donc là, c'est vraiment... On n'est pas dans les ordres d'échelle dont on parle quand il s'agit de tirer des tuyaux sur des kilomètres, sans compter l'impact qu'on a sur les sols dès qu'on commence à creuser. C'était les solutions de Biocapi. Je vous remercie. Merci Emmanuel d'avoir remis le caca au milieu du village. Une question de Nathalie Guérin. Donc, les médicaments ou dérivés de produits pharmaceutiques non biodégradables qui se trouvent dans les matières fécales, comment vont-ils être dégradés ou recyclés dans des toilettes sèches et puis les métaux? Je pourrais retourner la question parce que je peux vous dire qu'à la sortie des stations d'épuration, on retrouve une quantité de produits pharmaceutiques. L'eau n'a aucune capacité d'épuration. L'eau n'épure rien. Si on veut laver l'eau, en général, il faut la diluer, mais les traces de médicaments, elles se retrouvent actuellement dans l'eau. Le compost a une capacité de synthétiser des molécules chimiques en molécules d'humus, pour autant qu'on laisse le temps et que les conditions de compostage soient réunies. Mais c'est vraiment une des manières les plus efficaces de neutraliser les molécules chimiques. Okay, une question que j'aurais dans ce sens-là aussi. Les produits utilisés pour la vaisselle, pour la douche, hein, est-ce que c'est mieux? Donc, oui, évidemment, donc, le gel douche bio à l'essence d'amande à 19,90 le flacon, c'est sûrement mieux que le Tahiti douche à 3,95. Est-ce qu'il y a une action à faire à ce niveau-là ou pas? Oui, alors c'est mieux, bien sûr, oui, parce que les filtres à eau grise, vu qu'on sépare les choses à retraiter, c'est un travail bactérien, c'est plus un travail de compostage, donc il faut effectivement avoir des bonnes pratiques, hein. Mais un simple savon d'Alep vous dure 12 fois le temps d'un Tahiti douche, il n'y a pas l'emballage, ou un savon de Marseille, hein, aussi, ça va s'il n'est pas à l'huile de palme. Voilà, c'est juste des bonnes pratiques à mettre en place et puis des bons réflexes parce qu'effectivement, mais on ne devrait pas le faire non plus dans nos éviers. On ne doit pas rincer un pinceau avec de la peinture synthétique et un solvant chimique. Donc ça, on ne devrait même pas le faire à notre robinet à la maison. La station d'épuration, elle n'y arrive pas derrière. Mais si on fait tout juste, en termes on ne prend pas de médicaments, on prend des bons produits pour la douche et la vaisselle, on a encore besoin d'autre chose qu'une fosse septique? Ou bien est-ce qu'on pourrait simplifier le processus d'épuration derrière
à un tel Oui, point. des filtres à eau grise. Donc, dès qu'on a retiré les matières fécales qui sont vraiment les plus toxiques, je dirais, l'eau, elle est facile à retraiter. C'est des modules avec différents fonctionnements, avec un substrat dessus. Et puis, les valeurs d'épuration à la sortie, elles sont tout à fait bonnes. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce qu'il y a encore une question? Je peux peut-être compléter quelques points par rapport aux questions qui étaient posées. Donc, ouais, par rapport aux médicaments, ça c'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, je ne connais pas de système qui enlève les médicaments, les résidus médicamenteux des eaux usées au niveau d'une step décentralisée. Donc, je pense qu'il y a le meilleur, d'après aussi les analyses qu'on a faites ici à l'EAVAG et des études qui étaient menées. Il y a la meilleure dégradation, c'est dans un substrat, dans un compost ou dans le sol. Alors que dans l'eau, il n'y a aucune dégradation, comme Emmanuel l'a mentionné. Et puis l'autre question par rapport aux produits qu'on a le droit d'utiliser, donc je pense que ça c'est plus ou moins égal pour tous les petits systèmes parce qu'on a juste, on voit si on utilise un système ou un produit non biodégradable, on voit l'effet plus immédiatement si on a un traitement décentralisé. Donc ça c'est pareil pour un SPR comme autant que pour un filtre d'eau grise. Pour une grande step, c'est vrai aussi, mais juste là que la step elle est plus éloignée et puis on n'est pas opérateur soi-même, donc on ne s'aperçoit pas du dommage qu'on cause sur la step. Il y a plus de dilution. Merci. D'autres réactions ou questions par rapport à cette dernière présentation de Biocapi? Si ce n'est pas le cas, donc j'aimerais passer maintenant le propos à mon collègue Laurent Horvat, qui lui, en fait, a l'avantage de ne pas être un technicien, donc il peut se poser des questions bêtes. Hein. Et puis, il est surtout chargé, Laurent, de faire avancer le Schmidtbic en termes d'innovation, donc de monter des projets, de trouver des partenaires, des financements pour des startups, des entreprises, des PME ou des spin-offs qui auraient besoin d'un accompagnement pour la preuve du concept, pour créer un prototype, pour valider la solution sur le terrain, avec le Blois Contremont là, qui se propose aussi comme disposer d'un premier client potentiel, la commune du Val-de-Bagne ayant accepté de jouer le jeu, de prendre un risque pour des nouvelles technologies avec un potentiel de succès, prête à jouer le jeu du premier client. Voilà un petit peu. Donc, Laurent, je laisse assurer la suite de cet atelier. Merci Stéphane déjà pour l'organisation de cette journée avec Cédric Luisier. Et Anis. Ouais. Et puis, c'est assez impressionnant de voir un peu toutes les solutions qui ont été proposées. On a un problème, mais on a pas mal de solutions. Et on n'a pas de solution, en fait, dans tout ça. L'idée aussi de ce Block Challenge, c'est de se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une collaboration entre les entreprises, entre les idées, entre les différentes personnes, pour pouvoir offrir une solution qui soit un peu plus globale, pas uniquement sur Bonachès, qu'on a vu, mais aussi dans d'autres régions du Valais ou de Suisse, dans les Alpes, hein, parce qu'on a tous le même problème. Peut-être une première réaction pour Alexandre Gillot, après ce que tu as entendu ce matin et par rapport à tes besoins. Est-ce que tu vois certaines opportunités ou quelle est ta première réaction là-dessus? Ouais, je vais activer le micro. Donc, je trouve très intéressant. En tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont déposé un dossier, parce que c'était très intéressant de voir aussi la variété de propositions qui étaient faites. Hein. On voit comme tu disais, il n'y a pas qu'une solution qui peut être proposée. Après, c'est vrai que nous, on voit vraiment la commune comme multiple. Et puis, je pense qu'il y a des solutions qui, comme ça a été proposé, qui sont adaptées vraiment pour certaines situations, plus que pour d'autres. Hein. On a vu, il y a des systèmes relativement similaires hein, de mini-step. Après, il y a des solutions plutôt de type toilette sèche
Il y a des solutions aussi qui sont en cours de développement, qui finalement, on n'a pas encore de retour dessus, mais ça vaudrait peut-être la peine d'aller plus loin dans ces recherches. Donc, c'est vraiment varié. Et puis, donc là, la question qui se pose maintenant, c'est, voilà, au niveau légal, OK, il y a des choses qu'on voit qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà implantées. Mais finalement, est-ce que si on vient avec un lombricomposteur ou des choses comme ça, est-ce qu'au niveau de l'état de la technique, comme on l'appelle, est-ce que ce sera accepté? Après, il y a aussi l'acceptation au niveau social. Hein. Je me voyais mal aller vers les gens de Bonatches pour leur proposer des toilettes sèches. C'est aussi culturel, finalement. On a l'habitude de le faire comme ça. Est-ce que les gens sont prêts aussi à faire le pas vers d'autres solutions alternatives? Et puis, voilà, au final, nous, on a un territoire qui est varié, multiple. On a aussi des situations qui sont un peu différentes. Si on a de l'électricité, comme je disais, si on a de l'eau à disposition. Et puis, je pense que ces technologies, toutes les technologies qui ont été présentées aujourd'hui, finalement, on pourrait trouver un cas, même que ce soit qu'un cas ou de multiples cas sur la commune du Val-de-Bagne. Après, donc, comme je le disais, est-ce qu'au niveau de l'état de la technique, et ça c'est peut-être une question pour le canton, est-ce qu'au niveau de l'état de la technique, toutes ces solutions, si on arrive maintenant avec, peu importe la solution qui a été montrée aujourd'hui, est-ce que finalement c'est déjà dans les rouages et c'est déjà accepté au niveau cantonal finalement ces types de solutions hors zone? Je ne sais pas si le canton, si en représentant du canton, ils sont restés, je ne crois pas. C'est dommage parce que je vois bien. Ouais, mais on pourra. Oui. Je peux peut-être répondre en partie. Donc, il y a en Suisse, les normes en vigueur sont les normes du VSA, donc l'Association des professionnels sur l'eau. Et j'étais un des auteurs de la dernière édition de ces classeurs. Et là, donc, on retrouve toutes ces solutions dans plusieurs versions dans ces normes du VSA. C'est après, c'est les cantons qui définissent les valeurs cibles qu'on doit atteindre en sortie de ces installations. Mais en principe, si on peut garantir ces valeurs, les différentes technologies sont acceptables. Parce que vous parliez tout à l'heure dans votre présentation d'homologation à Genève, typiquement. Donc ça, il y a quand même un pas qui doit être fait par le canton, par Oui, ça c'est une question assez complexe avec le fédéralisme. Donc en France, effectivement, si on a une nouvelle installation, on va sur un terrain d'essai, on la teste pendant 6 mois avec une eau usée définie. Et si on atteint les valeurs, c'est bon, on a le tampon homologué par l'État français. En Suisse, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a chaque canton qui peut décider, ou chaque autorité qui peut décider ce qui est l'art de la technique. C'est clair, après un échange, souvent à travers le VSA. Et il y a une proposition de faire une liste des systèmes qui ont fait leurs preuves. Mais après, souvent, ça dépend de l'évaluation du canton. Donc, soit le canton il peut demander des résultats d'analyse en amont, ou il peut exiger une période d'analyse approfondie sur les premiers 2 ans de l'exploitation d'une installation, par exemple. Là, par exemple, l'évaluation standard, ce serait une analyse ou un échantillon par année. Et si on fait une analyse plus poussée, on pourrait faire plusieurs analyses par année. Et aussi sur plusieurs cas de figure. C'est par exemple un week-end, il y aura beaucoup de monde dans un restaurant. Et ensuite une période creuse pour avoir toutes ces valeurs pour pouvoir comparer comment ça fonctionne. Moi, je peux répondre un peu aussi sur la pratique cantonale dans le canton du Valais. Je ne vais pas me substituer au canton, mais je peux juste regarder ce qu'il y a par rapport aux préavis qui sont donnés par rapport aux mises à l'enquête qu'on voit de temps en temps. Donc, les trois solutions, enfin les solutions qui sont proposées en général, comme là de ce cas de ce chalet qui a demandé au canton puis qui a eu ce retour que la fosse septique elle est plus valable. Alors, on propose généralement le raccordement à la STEP ou un traitement biologique dont là,
c'est les mini-steps, on doit répondre à ces différentes normes. Par exemple, la DCO, 60 mg par litre, etc. Soit on a une cuve de stockage étanche, mais là, les coûts des transports, ils sont énormes. Ou alors, on a une cuve de stockage étanche pour les eaux des WC, mais une infiltration des eaux grises. Ou on a des WC à sec et une infiltration des eaux grises. Donc ça, c'est les 5 solutions que propose le canton du Valais hein, dans un cas comme ça. Et donc, vous voyez que la dernière solution, elle est proposée par le canton dans ces genres de préavis. Et puis, par rapport à la remarque, là, vous ne voyez pas aller voir les gens puis proposer des toilettes sèches. En fait, c'est tout l'intérêt d'avoir une analyse multicritère où il y a des solutions qui ressortent par rapport aussi à l'analyse sociale qu'ont fait les gens. Et là, ils ont eux-mêmes coproduit un benchmarking de solutions et c'est beaucoup plus facile de les rassembler après autour d'une idée. Voilà. Il y avait aussi une question qui avait été posée par Pierre Chevrier de la commune d'Evolène, liée à la mise en et hors service de ces installations. On est quand même dans des milieux en montagne, froid, l'hiver, une utilisation saisonnière de ces habitations, par exemple des Mayens d'été. Et dans les procédés qu'on a vu passer là, qu'en est-il de cette mise en et hors service, de ce fonctionnement? Est-ce que ça implique un ensemencement, voilà, est-ce que ça implique des opérations spécifiques ou des procédés spécifiques pour ça? Je ne sais pas si quelqu'un peut s'exprimer à ce sujet. Monsieur Piguet. Mettez le micro. Voilà, c'est bon. Voilà, si je peux me permettre. On a justement des applications dans les cabanes de montagne qui sont, on va dire, fermées en hiver ou une partie de l'hiver. L'expérience qu'on a faite, c'est que simplement on arrête l'installation à la fin de la saison. Et au début de saison, que tu commences déjà à préparer au fait l'ouverture, on la réenclenche et puis gentiment, ça se remet en route. Il n'y a pas besoin de faire de réensemencement. Ce sera un peu différent si je promène dans le cas de Bonachès où tout d'un coup, en fait, ces gens ils vont arriver, je ne vais pas dire en masse, mais ça va monter beaucoup plus vite. On pourrait s'imaginer qu'on peut réensemencer avec la biologie qu'on va prendre dans une steppe. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça reste très flexible. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire pour un arrêt et une remise en service de ces installations. Oui, ça, je peux soutenir ce qu'a dit Yvan Piguet. On a fait des essais dans une cabane de 2500 mètres qui est fermée pendant 6 mois en hiver. Et puis, on a suivi la remise en service au printemps. Et puis, on a observé qu'en fait, au bout de quelques jours, quelques semaines, toute l'activité biologique était au niveau précédent. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a aucun souci d'arrêter et redémarrer une telle installation. Madame Bigot. Merci. Je voudrais reprendre un petit peu de hauteur parce que je suis assez sensibilisée par la question de l'eau potable. Et puis, alors, je vais déjà aussi répondre à la problématique de l'hiver. À partir du moment où on a des toilettes sans chasse d'eau, au moins, on n'a pas de risque de faire geler les tuyaux. Mais le fait, je suis sur le plateau, nous, on a notre eau potable qui est polluée au chlorothalonil. Et il est vraiment important actuellement pour les lieux où vous avez encore une eau pure et propre, de la garder pure et propre. C'est vraiment c'est une nécessité vitale. Il y a une responsabilité énorme. Et puis Altis est revendeur. Il a meilleur temps de vendre de l'eau à boire que de l'eau qu'on met dans les toilettes. C'est un peu... Merci. Pour les autres personnes, vous pouvez soit lever la main si vous avez une question, soit utiliser le chat, soit prendre le micro, enfin ouvrir le micro et poser la question. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que il y a quand même pas mal de participants, donc il y a certainement des synergies possibles entre les différents projets.
souvent, comme on le voit là, la réponse elle peut être multiple et pas une seule solution, mais on pourrait patchworker quelque chose et puis d'avoir une réponse qui soit un peu plus, comment dirais-je, passe-partout hein, pour les différents projets que nous avons. Une chose est certaine, c'est qu'on doit trouver une solution, en tout cas pour Bonachès, et puis beaucoup d'autres villes ou communes ont cette même problématique et doivent trouver des solutions. Et pour l'instant, on n'a pas, je dirais, des systèmes qui sont, ou un mode d'emploi en fait qui fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a l'intérêt de certains d'entre vous à se dire, OK, est-ce que je voudrais être en contact avec telle et telle personne? On peut faire ce lien. Vous pouvez envoyer sur le chat et vous dites, voilà, j'aimerais être en contact avec par exemple, la Step Bona ou bien un traitement Z de Vuna pour pouvoir collaborer, puis ensuite revenir vers nous, en tout cas, ou bien vers Alexandre, pour lui dire, voilà, on a travaillé et puis on a organisé cette solution. On peut également aussi voir entre nous s'il y a la possibilité d'aller voir aussi les habitants de ces Mayens et de faire une sorte de, entre guillemets, c'est un mot à la mode, hein, maintenant c'est un living lab, pour voir ce qu'ont besoin vraiment les utilisateurs, ce qu'ils aimeraient avoir. Est-ce que toilette sèche c'est rébarbatif ou bien est-ce que, ouais, ben non, on s'aperçoit que tout le monde serait d'accord. Donc on a aussi peut-être ces questions à apporter aux utilisateurs finaux, parce que ceux qui vont l'utiliser, l'accepter ou le refuser. J'aimerais aussi offrir, est-ce que on a demandé à Alexandre si son point de vue, mais est-ce que vous, en tant que participant, est-ce que vous avez des questions à poser d'ordre général pour tout ce projet? Soit par le chat, soit vous pouvez lever la main. Il y a aussi des communes qui sont là. Alors, pour l'instant, c'est le calme plat. Moi, je vais poser dans ces cas-là une question. Oui. Alors, donc, pour rebondir sur la dernière question, déjà, oui, ensemencer avec des bactéries, ça peut aider au redémarrage, parce qu'on fait des fois, quand on fait de la mise en route sur des chantiers et qu'on est un peu en retard, ça arrive, pour gagner le temps de la mise en route, on rajoute des bactéries. L'idéal, c'est lyophiliser, comme ça démarre rapidement. Et ça marche très bien, et ça coûte pas très cher. Et pour tout ce qui est partenariat, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure dans ma présentation, j'aimerais bien avoir un démonstrateur en Suisse. Donc, il y a des communes intéressées et pour faire un montage avec une commune et puis un suivi peut-être avec les ABAG ou autres, avec plaisir. Je suis sûr qu'on peut trouver de quoi s'occuper. Monsieur Medal, j'ai déjà vous connecté. En fait, votre technologie, c'est vraiment intéressant pour nous. C'était un complément parfait pour nous parce que l'eau traitée par électrolyse microbienne, ça reste l'eau usée. Mais je sais que votre technologie peut être traiter l'eau usée pour être plus clair, pour être en fait l'eau traitée. Oui. Je vais envoyer un email ou est-ce que vous voulez me contacter par téléphone ou je vais envoyer par téléphone. Okay, bon. On s'appelle. J'ai proposé qu'une liste des participants avec tous les adresses mail soit diffusée. Ça permettra de continuer à échanger par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez un intérêt à collaborer, par exemple, M. Sigert et M. Medal, vous pouvez toujours revenir aussi vers nous avec une solution. Ensuite, on peut regarder s'il y a, par exemple, des projets qu'on peut trouver un financement pour le mettre en pratique, typiquement des InnoSuisse ou bien d'autres aides qu'on peut le faire. Donc, même si l'idée peut paraître, comment dirais-je, compliquée au départ, il y a toujours un moyen de donner un coup de main. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que ce matin, on a vu que, par exemple, le projet de Monsieur Dupré, de faire une sorte de plateforme, une sorte de mode d'emploi pour arriver à des solutions pour qu'on puisse, comment dirais-je, un endroit, ça serait la solution A, l'autre endroit, ça serait B, pour être utilisé. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être très intéressant, peut-être pour ajouter aussi d'autres éléments. Vous en avez 3 actuellement, peut-être un 4e.
mais surtout d'avoir comment dire, un motus vivendi qui permette de manière très simple à avoir les solutions qui pourraient être intéressantes. Alors peut-être que ce serait intéressant que BISA s'approche aussi des autres, ou bien que les autres s'approchent de BISA pour avoir une résolution complète. Donc, pas seulement du point de vue technique, ça fonctionne, mais aussi du point de vue légal avec le canton, et puis du point de vue de l'habitant, du propriétaire, pour arriver avec une solution qui soit moins casse-tête, et puis qui voilà, de manière simple. Monsieur Rogivu. En ce qui me concerne, je pense que je me réjouis d'entendre les scientifiques qui nous regardent en ce moment, mais je pense que les solutions de compostage qu'on a vues pourraient nous intéresser parce que c'est un domaine dans lequel on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a beaucoup travaillé sur la littérature. Donc je pense que maintenant, ma question c'était les présentations qui ont été faites, on va les recevoir, je pense. On va pouvoir soit rencontrer les gens, soit en tout cas recevoir les présentations, je pense. On va solliciter chaque présentateur pour qu'il nous fournisse son PowerPoint, s'il le veut bien, et pour le mettre à disposition sur le site, oui, oui. Il faut prendre cette réunion et ces 3 heures qu'on a passées ensemble aujourd'hui comme un point de départ, hein, pour dire voilà comment ce qu'on pourrait, voilà les nouvelles propositions qu'on pourrait faire, hein, des propositions ont déjà été faites, voilà ce qu'on pourrait rajouter dessus. Aussi, nous, de notre côté, de voir, de notre côté, donc de côté de Blue Arc, de voir comment est-ce qu'on peut, vous aider, puis 2, aussi d'aller voir ces différents propriétaires pour s'enquérir des solutions, déjà de tester avec eux les solutions proposées, quoi, suggérées. Parce que le problème, il est là. Hein, donc, Alexandre, lui, il doit trouver une solution. Et tant qu'il n'a pas trouvé de solution, ben, on trouvait une, quoi. Des solutions, on voit qu'il y en a plein, hein, finalement. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi une chose peut-être qui est importante, on l'a vu hein, à travers toutes les présentations, c'est l'histoire de l'exploitation. Alors, c'est vrai que quand c'est accessible, Bonachez, c'est quand même relativement accessible. Hein. La route est bien faite, mais on a des moyens qui sont quand même pas ou très peu accessibles. Il y a la question de l'exploitation. Et là, ça peut aussi faire pencher pour une ou l'autre solution qui ont été présentées qui nécessite finalement très peu d'exploitation. Et puis aussi, il y a des technologies qui sont plus ou moins compliquées à exploiter, où il faut un suivi peut-être plus conséquent, ou si on a de l'aération, des choses comme ça, c'est quand même un autre suivi que si on a des toilettes sèches. Donc ça peut aussi peser dans la balance aussi pour le choix des solutions. Merci Alexandre. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres commentaires dans le chat. Peut-être que je repasse donc la main à Stéphane pour le mot de la fin. Oui, très bien. Je rebondis juste une dernière question. Moi, je conçois des équipements, je n'ai pas l'intention de les exploiter. Donc, si parmi vous, il y en a qui veulent faire de l'exploitation pour moi, c'est parfait. Parce que je n'ai pas envie de monter une team exploitation spéciale. Voilà. Oui, merci. Donc, pour réagir à ça, je dirais les métiers des entreprises comme Altis Group SA, hein, qui sont des prestataires aux énergies et eux, ça intéresse d'offrir un service avec des solutions existantes ou à développer en partenariat. Donc, il y a cette idée d'Altis, premier client, pour offrir un service sur un territoire donné, quoi. Donc, voilà, il y a ce genre de partenariat à faire avec peut-être les prestataires historiques qui sont installés sur les territoires et puis qui aujourd'hui cherchent aussi d'autres débouchés, d'autres activités complémentaires. Juste pour quelques mots pour vous remercier tous d'avoir participé très activement à cet atelier. C'est un vrai sujet, hein, donc, dans le domaine de la gestion de l'eau qui nous préoccupe, c'est vraiment un sujet important. Donc, on va tâcher donc, ces prochains jours de distribuer, comme je disais, une liste de participants avec les contacts par mail de chacun, ainsi que les PowerPoint pour ceux qui voudront bien accepter qu'on les diffuse.
Merci à tous. Je crois qu'on finit avec 7 minutes d'avance sur le timing. C'est parfait. Merci. Je vous souhaite un bon appétit et puis j'espère vous retrouver bientôt. Moi, après-midi, je vais aller me concentrer sur le développement de l'idée que j'ai eue ce matin du drone avec les pots de chambre connectés. Donc, merci de ne pas me déranger après-midi. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.